Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ce soir, on parle de l'application de visioconférence qui est devenue aujourd'hui un nom commun puisque je serai avec la porte-parole de Zoom France qui reviendra sur une année exceptionnelle pour son groupe. On rêvera un peu en compagnie de Laurent Taïeb, fondateur du groupe Laurent Taïeb, qui s'occupe de la création d'hôtels à la Poste du Louvre et dans l'une des tours du Haut. On sera également avec le patron de Space Train qui viendra nous expliquer les difficultés auxquelles il est confronté en ce moment. On parlera logistique avec le cofondateur de Qubin, c'est la logistique à la demande, un concept très intéressant, vous allez voir. Et puis, on parlera de disruption dans le financement des études avec la start-up Headbridge. C'est parti, c'est Bismart l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis avec Charlotte Nizieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Zoom France. Alors, année 2020 exceptionnelle pour Zoom, marquée par la crise évidemment de la Covid qui fait exploser la société pour laquelle vous travaillez. Absolument. À tel point que c'est devenu en fait un nom commun. On ne dit plus je fais une visio, on dit je fais un Zoom en fait. Comment est-ce que vous avez vécu cette accélération-là ? Alors, d'abord, moi j'ai rejoint Zoom il y a quelques mois seulement. Et ce qu'on remarque quand on rejoint Zoom, et je pense que c'est encore plus vrai pour mes collègues qui étaient là depuis plus longtemps, et qu'on traversait cette année 2020 chez Zoom, on se sent vraiment investi d'une mission. La mission d'assurer la continuité du business, la continuité de l'éducation, la continuité des rendez-vous entre les médecins et les patients, et puis la continuité du contact humain entre les amis, la famille, etc. Et c'est une mission qui nous tient vraiment à cœur. Vous savez, le leitmotiv de notre CEO, c'est « Bring Happiness ». Et tout est vraiment mis en place chez Zoom pour qu'en interne, on soit capable et dans les meilleures conditions pour délivrer ça. Donc c'est ça qui est très frappant quand on rejoint Zoom. Mais quand vous dites maintenir la relation entre les médecins et les patients, c'est une fonctionnalité que moi, par exemple, je ne connais pas. Alors, ça se passe comme un meeting, tout simplement. Certaines plateformes de consultation en ligne ont choisi Zoom pour mettre en place les consultations et ça se passe tout à fait classiquement. Alors, évidemment, on ne peut pas faire d'examen clinique, votre médecin ne peut pas vous toucher. C'est de la télémédecine, en fait. Absolument, c'est de la télémédecine, par exemple. Tout à fait. Je ne savais pas que vous étiez positionné sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde utilise, enfin, tout le monde. Beaucoup de gens utilisent Zoom pour les meetings entre collègues, les visioconférences classiques, mais il y a tout un pan, effectivement, dont vous parliez, de l'éducation ou de la télémédecine, qui finalement est assez peu connu, je pense, du grand public. Tout à fait. Alors, Zoom, la première chose, c'est que Zoom n'est pas qu'une solution de visioconférence. Zoom, c'est une plateforme de communication unifiée. D'ailleurs, Gartner, qui a sorti récemment son Magic Quadrant UCaaS, donc Unified Communication as a Service, nous a positionné comme leader. Et on offre au-delà de la visioconférence, de la téléphonie, des webinars, du chat, donc tout un certain nombre, toutes les possibilités de communication en fait qui permettent à tous les métiers possibles d'envisager cette relation avec son client, avec son patient, avec son élève à travers la plateforme. Alors on parlait évidemment de la croissance exponentielle de Zoom. Moi je voudrais quand même juste regarder de plus près les chiffres. 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est une hausse de plus de 300% sur un an. Le bénéfice lui passe de 25 millions à 672 millions l'année dernière. C'est ça. La capitalisation de Zoom, c'est plus de 100 milliards aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, quand vous êtes rentré en bourse, c'était 18 milliards. Est-ce que vous pensez que cette tendance-là, elle va pouvoir continuer ? Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à croître quand vous affichez déjà de tels chiffres ? Alors, nous en sommes évidemment convaincus. J'en suis profondément convaincue. Ne serait-ce que parce que la normalité a évolué cette dernière année. On s'est tous demandé au début du confinement, est-ce qu'on va revenir à la normale ? Je pense que cette notion de normale post-pandémie n'est plus du tout la même qu'il y a un an. Notamment sur l'aspect du travail et d'un modèle qui va se transformer en travail hybride. Nutanix, par exemple, a sorti une étude en novembre dernier qui indique qu'en 2022, 87% des entreprises françaises disent qu'elles auront des travailleurs, des employés en télétravail. Ça veut bien dire qu'on va vraiment aller vers un modèle hybride parce que ça permet aux entreprises d'assurer le bien-être de leurs collaborateurs pour assurer leur performance, bien sûr. Et ça permet de recruter les meilleurs talents où qu'ils soient. Et ça, c'est une tendance qu'on voyait déjà avant la pandémie, en réalité. Et certes, ça s'est accéléré. Donc nous, on croit qu'on va vraiment vers ce modèle-là. Pendant la crise, évidemment, vous avez été à la fois porté au nu et à la fois décrié parce qu'il y a eu quelques questions, notamment sur la sécurité. Comment vous êtes emparé de ces questions-là ? Alors, en effet, on a entendu beaucoup de choses sur Zoom. Et vraiment, aujourd'hui, je tiens à dire sur votre plateau de manière formelle que Zoom est une des solutions, voire la plus
voire la solution la plus sécurisée du marché. C'est très important de le dire. En fait, l'année dernière, on a eu en quelques semaines une explosion du nombre d'utilisateurs. On est passé de 10 millions d'utilisateurs journaliers à 300 millions en quelques semaines. Et ça a montré effectivement des failles dans l'utilisation, puisque les utilisateurs n'étaient plus seulement des professionnels. Alors, en effet, les gens partageaient le lien de leur réunion sur les réseaux sociaux. Et en effet, il y a eu donc des failles de sécurité. Mais c'est comme si vous partiez de chez vous, vous cachez la clé de chez vous sous le paillasson, vous envoyez une photo sur Facebook en disant « je pars de chez moi ». Bon, on est dans ce cas-là. D'accord. Cela dit, on a pris ça très sérieusement et à bras-le-corps. Et notre CEO, Eric Yuan, a monté à l'époque un plan 90 jours pour décortiquer ces questions de sécurité et y apporter des réponses. Aujourd'hui, la sécurité de Zoom n'est absolument plus mise en doute par les experts, notamment grâce au chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs, donc les payants et les gratuits, bien entendu. Et sur la question de la confidentialité des données... oui, c'était ma question d'après. Voilà. Voilà. Écoutez, il y a un rapport indépendant qui est sorti cette semaine de P-Cloud qui redit à nouveau que Zoom collecte 0 données. Donc, vous pouvez utiliser Zoom en parfaite confiance. On fait beaucoup on en parle beaucoup parce qu'on veut rassurer nos utilisateurs. Moi, j'invite toutes les personnes qui se posent des questions, les responsables de la sécurité, les responsables informatiques et toutes les personnes qui s'intéressent à nous contacter. On a des experts qui sont dédiés à ça. On fait régulièrement des événements sur le sujet. La semaine prochaine, on fait encore un webinaire en français. Je le précise puisque je sais qu'on communique beaucoup sur Zoom en anglais, mais la semaine prochaine, on a un événement en français sur Zoom et la sécurité. Et puis, vous pouvez simplement consulter sur Internet les bases de référence. Le CERP, par exemple, qui est le centre de suivi des alertes d'attaques informatiques. Vous verrez que Zoom n'y est absolument jamais mentionné. On y travaille en permanence, on veut assurer la sécurité permanente, évidemment. Oui, mais j'imagine en fait que cette crise et ces critiques-là vous ont aussi permis d'avancer et de réagir de façon agile, parce que vous me dites 90 jours, c'est rien 90 jours. Alors, sur l'agilité, de toute façon, vraiment l'ADN de Zoom, c'est de tenir compte en permanence du retour des utilisateurs. Donc on est très agile sur la sécurité et sur toutes les fonctionnalités qui permettraient à nos utilisateurs de communiquer plus facilement. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Sur le fait que ça nous a permis d'évoluer, oui, moi je crois que de toute façon les circonstances rapides avec parfois des embûches, ça nous permet de toute façon d'évoluer au sein de Zoom et au sein de la vie de toute entreprise. De toute façon, on apprend comme ça et ça nous force à l'innovation. Donc c'est plutôt une bonne chose. On apprend de ce qu'on rencontre, évidemment. Bon, puisqu'on a évacué la question de la sécurité, il y a quand même la critique qui revient souvent, mais du coup, elle n'est pas propre qu'à Zoom, mais à tous les systèmes de visioconférence. C'est ce qui a été baptisé chez les anglo-saxons la Zoom fatigue, la fatigue psychologique que peut entraîner l'usage de la visio. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets ou finalement, est-ce que vous dites, je ne suis pas concernée? Alors, d'abord, on est honoré d'être devenu un nom commun ou un nom propre. Moi, en tant que marketeuse, évidemment, on ne peut pas rêver mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Zoom comme on parle de Bic ou de Frigidaire avec les innombrables avantages et puis les côtés négatifs. Donc, évidemment, ce phénomène de fatigue n'est pas lié à Zoom. Ce n'est pas de la faute de Zoom. Je pense que les deux facteurs de fatigue sont bien sûr l'utilisation des plateformes de visioconférence, quelles qu'elles soient, et puis humainement, bien sûr, ce manque de contact humain qui est vital pour nous évidemment. Cela dit, nous, les employés de Zoom, nous sommes comme tout le monde. Nous utilisons la visioconférence Zoom, évidemment, tous les jours et presque toute la journée. Mais on s'applique vraiment les conseils que l'on donne à nos utilisateurs. C'est-à-dire, alors, il y a de nombreux conseils et je pourrais vous en donner plein. Moi, ce que je m'applique, la première chose, c'est de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que quand on est dans une visioconférence, on est dans sa visioconférence comme on serait en réunion. On est là et on fait ça. Ses mails, exactement. Et ça change tout vraiment. C'est vraiment une rigueur que je m'applique. C'est pas toujours évident, mais il faut s'appliquer cette rigueur. Et puis bloquer du temps dans son agenda pour aller prendre l'air ou ne serait-ce que bloquer le temps de prendre un café, de se mettre à sa fenêtre. Voilà, il faut couper, comme on le ferait comme si on était au bureau finalement. Absolument, absolument.
Vous parliez de plateforme, et c'est vrai que c'est dans les ambitions qu'a donné votre PDG, là, devenir vraiment une plateforme leader. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que vous allez offrir davantage de contenu, que vous alliez, pourquoi pas, retransmettre des conférences, ce que vous faites un peu, mais pourquoi pas des conférences publiques aussi? Tout à fait. En effet, donc je le disais tout à l'heure, Zoom, c'est pas seulement de la visioconférence, c'est de la téléphonie. D'ailleurs, oui, 1 million d'utilisateurs de Zoom Phone, on en est très très fiers. Ah oui, 1 million quand même. 1 million, mais la réalité, c'est que quand vous travaillez à votre bureau, au bureau, vous ne pouvez pas ramener chez vous votre téléphone avec votre numéro fixe de bureau. Donc, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser votre portable personnel, et donc c'est un moyen, c'est ça? Exactement, absolument. Donc, il fallait trouver une solution pour que les employés puissent avoir avec eux en permanence leur numéro professionnel fixe. Donc, Zoom Phone permet cela avec une gestion tout à fait facilitée pour les administrateurs et une utilisation très, très facile pour les utilisateurs. Concernant la plateforme et notre ambition, en fait, notre ambition, elle va au-delà de ça. On veut vraiment être le partenaire de la transformation du travail de nos clients. Et donc, on propose, vous en parliez, OnZoom, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des événements, des conférences, sur lesquelles des TPE peuvent proposer les services, un cours de yoga, un cours de danse, tout type de services que l'on peut proposer en ligne. Cette plateforme arrive en France prochainement. Elle est disponible aux États-Unis et voilà, toutes les TPE peuvent proposer leurs services ainsi. D'ailleurs, je précise quand même que Zoom, le business model de Zoom, c'est la licence et que donc, bien sûr, on ne prend aucune commission sur ce type de service. Il y a aussi la marketplace qui vous permet d'aller choisir les outils que vous utilisez habituellement et de les intégrer à votre plateforme Zoom. Au-delà de ça, on a de nombreux partenariats avec des fournisseurs de hardware, d'équipements et en utilisant ces équipements avec la solution Zoom, vous allez pouvoir, quand vous allez revenir au bureau, et très certainement de manière hybride, vous allez pouvoir installer un réceptionniste virtuel. Vous allez pouvoir compter en temps réel le nombre de personnes qui sont dans un espace défini, donc dans l'ensemble des bureaux ou dans une salle de réunion. Vous pouvez déjà lancer en commande vocale vos réunions, vous pouvez monitorer la qualité de l'air, tout un tas de choses que permet la plateforme Zoom. Et qui sont finalement assez peu connus pour l'instant. Bien sûr, c'est notre travail. On a doublé le nombre d'employés globalement dans le monde en 2020 et on a surtout renforcé nos présences locales. En France, on est de plus en plus nombreux. Je suis ravie d'avoir rejoint Zoom et c'est vraiment la volonté de Zoom d'être présent localement pour répondre aux besoins de nos consommateurs locaux, de nos utilisateurs locaux et d'avoir aussi des experts disponibles pour répondre à toutes les questions comme vous le mentionniez juste avant. Merci beaucoup Charlotte Nizieux. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Zoom France. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant avec Laurent Taïeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du groupe Laurent Taïeb. C'est un groupe hôtelier, si j'ai bien compris. Alors moi, je ne vous connaissais pas. C'est quoi votre parcours ? Eh ben, notre parcours, on a commencé par l'immobilier. Après, on a fait des restaurants depuis 1993. Le Café du Trésor, le restaurant Bon avec Philippe Stark en 2000. En 98, le restaurant Le Sushi avec André Poutman. Ouais. J'ai fait également du cinéma. J'ai créé les productions du Trésor. J'ai fait plein de métiers. Et puis à un moment donné, le moins divers, oui. Oui, tout à fait. Mais c'était d'abord un café avant d'être une société de production. Ah d'accord. Il y a un lien alors. Il y a un lien. Et puis après, j'ai fait des concours en 2013 parce que j'ai voulu synthétiser un peu tout ce que j'avais fait afin de me lancer dans l'hôtellerie. Mais comment ça s'est passé alors votre groupe, parce que vous me dites vous avez des restaurants, vous avez participé à la création de restaurants. Comment ça s'est passé là pendant les confinements et comment ça se passe en ce moment? Alors aujourd'hui, j'ai vendu certains restaurants justement pour pouvoir financer certains hôtels. Il m'en reste un qui s'appelle le restaurant Kong, qui est assez grand, qui est, on est fermé et on perd de l'argent. Bah oui, j'imagine. Et puis comme, là, comme tous mes confrères. Il n'y a pas vraiment de sortie, en tout cas datée pour l'instant. Non. Et puis même ça se complique un peu. Oui, c'est l'impression aussi que j'ai. On va peut-être parler de positif. Alors du coup, vos projets d'hôtellerie, il y a 2 gros projets là, la restructuration de la Poste du Louvre, l'aménagement de l'une des tours du Haut. Comment vous vous êtes lancé dans des chantiers aussi pharaoniques? Alors, je vais reposer ces deux hôtels. Ouais. C'est des concours. Ils ont eu lieu presque en simultané. Le concours du Grand Hôtel de la Poste a démarré en 2013 et celui des Tours du Haut en 2015. D'accord. Comme vous le constatez, c'est des cycles longs. Donc, on a fait des concours. J'ai un associé par projet. À la Poste du Louvre, c'est le groupe Novaxia.
Je vois très bien. Et au Tour du Haut, c'est Pascal Denat, qui est un hôtelier de Valence. Aujourd'hui, on a 2 hôtels qui sont en devenir. Un, c'est un hôtel 5 étoiles, pratiquement, qui fait 7000 m² avec 3000 m² de jardin sur le toit. Enfin, c'est assez vaste. Donc celui-là, c'est la Poste. Celui-là, c'est l'hôtel de la Poste du Louvre, qui devrait ouvrir en janvier 2022. Et il y en a un deuxième dans la sublime tour, mais c'en est 2 en fait, 2 tours, qu'a construit Jean Nouvel, dans lequel on a les 10 derniers étages. Et oui, quand même. C'est immense, ça fait pratiquement plus de 8000 et quelques mètres carrés. C'est 139 chambres. C'est un restaurant panoramique avec une vue à 360 degrés et un skybar sur le toit. Donc tout ça, ça représente une surface d'environ 9000 m². Sur l'hôtel de la Poste du Louvre, on va recruter, on n'est pas du tout dans le bon timing, mais c'est pas grave. Vous allez me on va raconter recruter ça. environ plus de 200 personnes, 250, et environ 150 à 180 pour l'hôtel des Tours du Haut. Mais alors, votre chance finalement, c'est quasiment d'être en travaux en ce moment plutôt que d'être ouvert, parce que là... Ça, c'est sûr. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas ces hôtels. D'abord, on ne pourrait pas. Et puis, deuxièmement, ça serait pas du tout rentable, voire on ne pourrait pas supporter les pertes. Alors, est-ce que quand même la crise a eu un impact sur les travaux ou finalement ça vous a permis de continuer votre petit bonhomme de chemin? Très peu. La crise, elle n'a pas eu un impact sur les travaux. La crise, le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les choses sont figées. Ça veut dire que c'est impossible de recruter. Tout le monde attend. Il y a une sorte d'immobilité. Personne ne va bouger. Les gens sont en chômage partiel. Certains savent qu'ils vont faire partie de PSE, mais personne ne bouge en fait. Et donc il y a une sorte d'immobilité, comment dire, pas d'immobilité, tout le monde est en attente en fait. Une période figée. Et vous, votre campagne de recrutement, vous la commencez dès maintenant? Elle a déjà commencé même avant. On recrute des gens environ. Tous les cadres dirigeants des hôtels sont censés arriver 12 mois avant l'ouverture. Entre 12 et 6 mois avant. Oui, donc là, si vous ouvrez début d'année prochaine... Vaut mieux pour nous. Vaut mieux recruter, oui, effectivement. Mais c'est ce qu'on fait. On a commencé pour l'hôtel de la Poste du Louvre à recruter le directeur général, la directrice des recrutements, le directeur technique et plein d'autres. Il y a beaucoup de monde dans le codir de la Poste du Louvre. C'est 10-12 personnes, plus 20 personnes en encadrement, plus après tous les chefs de poste. Et les Tours du Haut, il faut que les gens arrivent à partir du mois de... On va dire entre le mois de mai et le mois de juillet. Et vous êtes toujours en recherche de profil alors? Ah ben là, on va recruter 400 personnes. Dans moins de 12 mois, on va recruter 400 personnes. Avec quel type de... Alors c'est quoi? Ça va de tout. Ça va des femmes de chambre, des réceptionnistes, à un chef de rang, à un directeur de restaurant, à un chef de cuisine, à ce qu'il faut pour faire vivre ces 2 projets hôteliers qui sont assez particuliers quand même par rapport à... On va y venir. Justement, vous considérez que ce sont en fait plutôt des lieux de vie, des choses pour attirer aussi, j'ai lu, une clientèle parisienne. Comment est-ce que vous avez conçu ces lieux-là? Alors en fait, sans parler du confinement, j'avais senti il y a longtemps en avance que l'hôtellerie traditionnelle commençait à non pas à souffrir économiquement, mais à souffrir en matière de l'offre. Pendant 20 ans, les gens faisaient des hôtels, il y avait très peu de lieux de vie, très peu de restaurants, ils disaient surtout jamais ça perd de l'argent. Et donc les gens, c'était beaucoup d'hôtels où ont été conçus, on venait juste y dormir. Et puis il y a eu la première attaque qui a été Airbnb, qui leur a fait une certaine concurrence assez dure, et il y a ce confinement. Et ce confinement, mine de rien, comment je vais dire ça, il faut penser avec le télétravail aujourd'hui, c'est un fait. Il y a une accélération du télétravail, et donc il y a un bon nombre de ces hôtels qui ne vont plus pouvoir exister comme ils existaient avant. Nous, on a senti, il y a une dizaine d'années, que de l'hôtellerie de demain, il fallait mélanger les genres, il fallait qu'il y ait des restaurants, il fallait que les Parisiens se les y approprient. On va plus... Même, c'est pas parce qu'il y a le télétravail qu'on va rester chez soi dans 15 mètres carrés devant un ordinateur. Mais on va venir travailler dans les lobbies d'hôtel. Et à 19h, on va rentrer son ordinateur et on va boire un coup avec une copine ou un copain. Et puis on va avoir des gens qui viennent de tous les pays du monde. Parce que quand il y a des Américains qui viennent à Paris, bon, en ce moment c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais quand ils viennent, ils ont envie de rencontrer des Parisiens. Et les Parisiens, ils ont envie de rencontrer aussi une autre clientèle. Donc, je dirais que Paris était une ville qui avait du retard par rapport aux autres hôteliers dans le monde où ce type d'hôtel existe. Mais comment on attire les Parisiens dans des hôtels à Paris? Eh bien, en les ouvrant, en faisant que les bars, les restaurants, les rooftops... Je vous donne un exemple sur le grand hôtel de la Poste du Louvre. Ouais.
On a créé le plus grand rooftop qui peut accueillir la plus grande capacité de personnes en même temps. Il fait 1000 mètres carrés. C'est une capacité de combien de personnes? 500 personnes debout en même temps. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas un rooftop de grand magasin où il faut attendre que les gens descendent et donc on les fait venir à partir de 20h. C'est un rooftop qu'on peut ouvrir à tout le monde. Il y a une entrée, vous arrivez, vous prenez l'ascenseur, vous montez sur le toit. Et donc là, on va ouvrir. Vous vous doutez bien que les Parisiens, un rooftop rue du Louvre, rue Étienne Marcel, ils vont y venir. Enfin, a priori, je pense. A priori, avec une vue assez spectaculaire sur tout Paris. Et ben, c'est comme ça qu'on attire les Parisiens. Et en même temps, ce lieu-là, il va être un paradis pour les gens qui viennent à l'hôtel, parce qu'avant 18h, on ne peut pas y venir si on n'est pas client de l'hôtel. Donc vous avez tout ce jardin, toute cette végétation, toute cette vue unique sur la ville, qui est assez spectaculaire, parce que personne n'a vu Paris de cet axe-là. On connaît beaucoup le Paris avec la vue sur l'ouest et sur la Tour Eiffel. Personne ne connaît la vue sur Beaubourg, Notre-Dame, Saint-Eustache, le Sacré-Cœur. Enfin, c'est assez spectaculaire, cette vue-là. Mais c'est d'autant plus important d'aller chercher cette clientèle locale qu'il y a une absence de clientèle étrangère et qu'on ne sait pas très bien à quel horizon elle va pouvoir revenir. Ça, c'est sûr. D'abord, notre premier marché, quand on va ouvrir à la fin de l'année 2021 ou tout début 2022, c'est les Français. Je pense qu'aujourd'hui, toute la partie des gens et de la clientèle qui vivent en province, ils vont être très heureux de revenir à Paris, dans des nouveaux endroits. On doit incarner le renouveau. En fait, on va avoir une offre très différente. Donc la clientèle française, elle est importante. On l'a vu même cet été. Quand on a réouvert pendant le deuxième confinement, il y avait 0 touriste. Les restaurants qu'on avait ouverts, ils tournaient à plus de 65-70% de leur chiffre d'affaires. Puis les gens, là, ils ont épargné. Donc ils vont avoir envie, ils ne dépensent pas, donc ils vont avoir envie de venir. Et après, moi je crois, mais ça c'est mon côté optimiste, je pense qu'il va y avoir une accélération des gens de l'Europe, ce que j'appelle l'Italie, l'Espagne. Je pense que ces gens ont vite envie de revenir. Nous, on a très envie d'aller passer un petit week-end en Italie, et eux, je pense qu'ils ont très envie de venir passer un petit week-end à Paris. Alors, justement, vous parlez de lieux qui sont différents. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'offrir des expériences aux clients qui viennent dans ces hôtels-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retraite ce qui vous touche. Si je devais dire un mot, il faut recréer le désir. Comment on recrée le désir? Comment on a envie d'y aller, en fait? Qu'est-ce qui fait que dans cet endroit... parce que dans l'hôtellerie, on y fait l'intime. Donc il y a beaucoup d'âme en fait, si vous voulez. Et donc il faut créer du désir aujourd'hui. Et c'est plus compliqué que de dire j'ai une belle chambre, elle est bien placée, je mets un petit coup de peinture, je mets quelqu'un de sympa à la réception. Je pense que ce monde-là, il est derrière nous. Par rapport à la concurrence, il faut offrir plus. Il faut offrir de l'émotion, de la beauté. Quand on met des arbres sur un toit, je crois qu'on en a mis plus de 70. En ce moment, il y en a certains qui commencent à être en fleurs. C'est exceptionnel comme émotion. Quand vous vous baladez pour rejoindre votre chambre, vous vous retrouvez avec des arbres en plein cœur de la ville. C'est des émotions. Quand vous êtes autour du haut, vous êtes à 130 mètres de haut. C'est simple, il y a 3 tours à Paris. La tour Eiffel, la tour Montparnasse et maintenant les tours du haut. Vous avez un bar qui est accessible aux Parisiens, avec des prix totalement accessibles, les mêmes à peu près que dans un café type de Magot. Vous montez à 130 mètres de haut. Vous avez votre ville à 360 degrés comme vous l'avez jamais vu. C'est le contre-champ de la ville. C'est l'opposé du Sacré-Cœur. Oui, je vois très bien. Sacré-Cœur, mais de l'autre côté. C'est des panoramas exceptionnels. Vous allez être ému de voir là où vous vivez comme ça. Derrière, quand vous marchez, vous êtes à 20 minutes et en vélo à 10 minutes de Notre-Dame. Donc, si vous voulez, il faut recréer le désir. C'est une façon de se réapproprier la ville aussi? Ah, c'est sûr. Se réapproprier la ville. Et moi, je crois aujourd'hui, il faut que les gens se réconcilient. Là, ça fait 1 an qu'ils sont enfermés chez eux. Il faut que les gens se réconcilient. Moi, je reste convaincu que la civilisation, c'est d'être à la rencontre avec autrui. Il faut que ces hôtels deviennent des lieux vivants. Il faut que ces hôtels mélangent des populations qui ont envie de se rencontrer. Je pense que l'hôtellerie va avoir un lieu... Parce qu'un restaurant, on y vient un soir et on part. C'est vrai. Mais quand on va dans un hôtel, on peut rester 3 jours. Donc vous créez une relation avec la personne. Un soir, elle veut son café ici. Un soir, elle a envie de dire « Mais moi, à côté des Parisiens, pour que je puisse rigoler, etc. etc. » Il faut qu'on devienne des metteurs en scène du désir, du plaisir. C'est presque des entremetteurs de relations, quoi. De créer la vie.
L'hôtellerie, quand on y pense, ou les restaurants, quand on fait aubergiste. Moi, je dis souvent, je suis un aubergiste. Je n'ai pas l'impression d'inventer un vaccin. Il faut rester très, très, modeste. On reçoit des gens et comment on leur donne du plaisir? Comment on crée du désir? D'abord par rapport au lieu qu'on a construit et au parcours qu'on leur fait prendre. C'est pour ça que vous avez choisi de faire un 5 étoiles au Louvre? Il fallait donner du rêve quelque part? Alors c'est peut-être le lieu le plus spectaculaire pour une raison très simple. Il est au cœur de la cité. Au cœur, on ne peut pas être plus au cœur. Sa construction fait qu'il est légèrement au-dessus de tous les immeubles haussmanniens qui nous entourent. Et personne ne peut s'imaginer la telle proximité qu'il a avec les bâtiments. L'église Saint-Eustache démarre rue du Jour. Rue du Jour, à vol d'oiseau par rapport à la façade de la Poste du Louvre, c'est 30 mètres. Mais quand vous êtes au-dessus, l'hôtel, il est sur un seul niveau. C'est un hôtel qui est à l'horizontale. C'est-à-dire toutes les chambres d'hôtel sont au dernier étage. Et ça tourne sur les 4 îlots du bâtiment. La rue du Louvre, la rue Étienne Marcel, la rue Jean-Jacques Rousseau et la cour Gutenberg. Chaque fois, vous aurez un paysage différent. Chaque fois, vous aurez un monument différent. Chaque fois, vous allez avoir ces fameux toits que Doisneau a immortalisés avec des photos. Vous êtes dans le cœur de la cité, mais avec une proximité immédiate. Personne n'a jamais vu ça. Moi, je pense que les Parisiens vont être nos premiers clients pour y dormir, pour vivre une expérience. J'allais vous poser la question de savoir si à un moment, vu la crise qu'on traverse, vous étiez un peu mordu les doigts de vous être lancé là-dedans. J'ai l'impression que pas du tout. Non. Moi, je crois qu'il faut continuer à entreprendre, être audacieux, faut tenir. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui c'était simple, mais je pense qu'il faut tenir, mais je pense qu'on va vivre des très beaux jours devant nous dès qu'on sera sorti de cette situation. Merci beaucoup Laurent Taïeb, fondateur du groupe Laurent Taïeb. Merci beaucoup. Et je suis maintenant en compagnie d'Aymeric Glaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Space Train. C'est un projet de navette sur coussin d'air à 500 km/h. Vous allez me dire si je me trompe, entre Paris et Orléans. Quelle est l'origine de ce projet dont finalement j'entends parler depuis assez longtemps? Alors, c'est un projet qui est né fin 2016. Avec un ami ingénieur, on a élaboré en fait le nouveau modèle de transport. Alors c'est vrai qu'il y avait le projet Hyperloop qui était déjà né en 2016. Et donc on s'est inspiré d'un projet qui était existant, qui s'appelait l'Aérotrain, qui est sorti dans les années 70 par Jean Bertin, un grand ingénieur de l'époque. Et donc ça a démarré comme ça en fait, pour aller à l'essentiel, c'était l'inspiration. En fait, vous remettez au goût du jour une technologie qui existait déjà, mais qui n'a jamais réellement fonctionné. Ah si, elle a fonctionné. Elle a même fonctionné très très bien, puisque dans les années 70, l'aérotrain a fait des exploits. Il est monté jusqu'à 430 km/h avec son aérotrain. Donc c'était une navette sur coussin d'air. Alors il était au tout départ de son élaboration, puisque il avait vraiment des objectifs d'amélioration de son prototype, de sa navette. Sauf que lui a été arrêté par Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. C'est un projet qui était encouragé par Georges Pompidou. Et Valéry Giscard d'Estaing, lui, a décidé autrement. Donc il a préféré favoriser le TGV à l'insu du projet d'aérotrain, ce qui est dommage. Et qu'est-ce que ça apporterait d'avoir un aérotrain en matière de technologie, d'environnement? Quelle serait la différence? Pourquoi le relancer aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui on s'est penché sur ce modèle de transport? Parce qu'il apporte 3 choses vraiment importantes et d'actualité. C'est que c'est un transport qui est écologique, puisqu'il est sur coussin d'air, il n'y a pas de frottement. Donc c'est toujours en faveur de l'écologie. Pas d'effet de serre, pas de frottement. Un transport qui va être alimenté par de l'hydrogène aussi, donc automatiquement c'est dans l'air du temps. Un transport qui en fait est supporté par une voie en T inversé qui est facile à construire, c'est uniquement du béton. Alors attendez, c'est quoi une voie en T inversée? Parce que là, vous m'avez perdu. Vous prenez la lettre T, vous la tournez, d'accord. Et en fait, il y a un monorail central qui permet de guider la navette et également d'alimenter en fait la motorisation de la navette par l'effet
de plaques ferrométalliques disposées donc sur le rail central qui va permettre en fait l'induction du moteur, puisque après la navette a évolué. Au départ, l'aérotrain c'était un moteur à réaction. Nous, c'est un moteur à induction linéaire aujourd'hui. On a repris les travaux là où l'aérotrain s'est arrêté en fait. D'accord. La solution, c'est que ce type de transport apporte un coût qui est 2,5 fois moins cher que ce qu'apporte le TGV aujourd'hui. Ah oui. Le TGV coûte 25 millions d'euros par kilomètre. Cette solution-là... 25 millions d'euros par kilomètre. Oui, alors oui, 25 millions d'euros par kilomètre. Mais vous englobez quoi la construction, l'entretien des rails L'entretien des rails, c'est tout un ensemble en fait. C'est un rapport qui est visible. Je pense qu'on peut le récupérer sur Internet, sur les dernières voies qui ont été réalisées entre Paris et Bordeaux. Sur la LGV. Voilà, qui a coûté à peu près 8 milliards d'euros, il me semble. Donc le chiffre est aux alentours de 25 millions d'euros par kilomètre. Notre solution pourrait être estimée à peu près aux alentours de 8 millions d'euros par kilomètre. Donc automatiquement, ça crée une rentabilité beaucoup plus rapide et aussi un coût du billet abordable pour l'usager. C'est pourquoi nous nous sommes lancés sur ce projet, parce que c'est un transport qui peut aller très vite, en moyenne à 500 km/h, qui est écologique et qui est aussi abordable pour l'usager. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait très longtemps que j'entends parler de vous et je pensais que les essais étaient déjà lancés. Or, j'ai lu dans Le Parisien cette semaine que pas du tout. Oui. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, la problématique, c'est l'administration française et ses complications. On s'est installé donc au niveau du développement d'ingénierie en Centre-Val de Loire. Oui. Pourquoi en Centre-Val de Loire ? Parce qu'il y a la voie de l'aérotrain qui est toujours existante et en très bon état. Et ça fait 50 ans qu'on n'en fait rien, donc on s'est dit, parfait, on va aller s'installer là-bas. Et hop, on a déjà la voie pour faire les essais. On va apporter un projet tout neuf. J'avais des budgets personnels que j'ai investis pour ce projet. Je demande rien, je demande juste, je vais de voir s'il y a une possibilité de récupérer cette voie, la réutiliser et apporter de l'emploi, enfin créer quelque chose de la dynamique dans cette région. La problématique, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été, on a fait pas mal de rencontres. On a rencontré tout le monde à peu près dans cette région, à commencer par la direction départementale du Loiret, qui était très enthousiaste à nous attribuer cette voie au départ. Et c'est avéré qu'on n'a pas eu de réel soutien en fait de François Bonneau, qui est le président de la région. Il y a eu beaucoup de dialogue, mais jamais de concrétisation. Et c'est ce qui a manqué pour que nous puissions obtenir cette voie. C'est-à-dire qu'au départ... Mais quel est le motif, en fait ? En fait, le réel motif, on ne le connaît pas vraiment, parce que nous avons rencontré en 2018... Non, en 2019, on avait rencontré M. Falcone, qui était préfet, en fait... dans la région Centre-Val de Loire, qui nous avait émis un avis favorable pour la réutilisation de cette voie et qui avait dit certainement on passera par un appel à projet, ce qui était tout à fait logique. Hein. Mm-hmm. Il se trouve que quelques mois après avoir rencontré ce préfet, il a été muté et l'appel à projet, on n'a jamais vu le jour en fait. Ouais, on l'a jamais revu. Et on a rencontré le préfet qui lui a succédé et qui s'est montré un peu plus réticent sur l'idée de nous attribuer cette voie. Et du coup, on ne sait pas, parce que concrètement, on ne sait même pas vraiment à qui elle appartient. Enfin, aujourd'hui, je sais que c'est les domaines, a priori, qui auraient la propriété de cette voie-là, mais je me suis même déplacé à Bercy, où j'ai rencontré une équipe spécialisée dans les transports qui n'était même pas au courant de ma demande et même pas au courant de mon projet. Donc je me dis, à quel niveau ça bloque ? Est-ce que c'est en Centre-Val de Loire ? Est-ce que c'est réellement les domaines ? Je sais pas du tout. En tout cas, le fait est, c'est que le manquement du soutien en fait de la région fait qu'aujourd'hui, ça m'a mis un peu en difficulté. Et voilà, c'était ma question suivante, c'est-à-dire dans quelle situation elle est votre société aujourd'hui si vous ne pouvez pas effectivement montrer que votre technologie fonctionne Alors, heureusement, je ne compte pas que sur ça. Dans le développement de cette société, il y avait trois
trois briques importantes d'activité, c'est-à-dire que le projet le plus visible, c'est évidemment le Space Train, puisque on a parlé essentiellement que de ça, mais à l'intérieur de cette société, il y a trois briques technologiques, le coussin d'air, la pile à combustible et le moteur à induction. Donc ces trois briques technologiques peuvent être dédiées sur d'autres activités. Et donc, je permets en fait à mes ingénieurs de travailler sur ce type d'orientation afin de pouvoir créer une rentabilité à court terme et de proposer à la vente en fait ces briques technologiques. Et c'est pour ça que vous avez signé un contrat là, avec une société de Singapour. Exactement, c'est ce qui me permet aussi un peu de diversifier, puisque si j'avais pas ça, ça serait très compliqué. Oui, effectivement, la société donc SIA de Singapour, ça fait un petit moment qu'ils nous suivaient, nous ont proposé une collaboration sur l'élaboration de chariots sur coussin d'air. Et donc, c'est sur ce projet que nous allons travailler en partage de brevets. Et donc, par contre, alors, il y a certaines conditions, c'est que du coup, on va devoir s'exporter sur Singapour et ce n'est pas la société française qui va bénéficier de cette activité. Mais parce que là, on parle de chariots pour des entrepôts. Hein. Exactement, des chariots capables de transporter des charges lourdes de 10 à 20 tonnes à peu près. Ah oui, quand même. Oui, voilà, c'est vraiment un projet qui a de l'ambition, mais on est sûr de nous, puisqu'on a quand même pas mal travaillé toutes ces années. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur un projet de navette, mais aussi sur nos briques. Donc, nous sommes prêts. On a 3 brevets déposés sur le coussin d'air, 5 brevets en cours sur la pile à combustible et également sur le moteur à induction. Donc on est armé pour pouvoir avancer et puis faire vivre notre société, même si c'est pas en France, malheureusement, on va se débrouiller autrement, quoi. Et vous pensez que vous pourrez pas la développer en France, votre techno ? Alors si, moi je suis hyper optimiste et j'ai toujours envie de la développer en France. Je vous ai vu menacer dans la presse d'aller en Allemagne, c'est pour ça que je vous pose la question. Non mais alors la France et l'Allemagne, ça reste l'Europe. Hein. Aujourd'hui, on réfléchit l'Europe. Oui, mais bon. Non, mais c'est pas une menace en fait, parce que je menace pas. Moi, je vais vraiment à l'essentiel. Aujourd'hui, on a des difficultés. C'est ce qu'il faut le reconnaître. C'était lié au financement de ce projet de navette. Si en France c'est mou, je vais aller là où c'est un peu plus dynamique. C'est ce qui est logique. Hein. On peut prendre l'exemple aujourd'hui d'une société qui a créé un vaccin française qui a été obligée de partir en Angleterre pour pouvoir le développer. Voilà. Je crois qu'on est dans un temps aujourd'hui où justement on ne peut pas se permettre de marcher au ralenti. Il faut qu'on soit réactif tout de suite. On a beaucoup dit quand même qu'il y avait un écosystème très favorable pour les startups en France. Ce n'est pas l'impression que vous donnez. Pour développer des applications peut-être, mais pour développer des projets industriels, c'est pas pareil. Des gros projets, c'est plus compliqué. Hein. C'est pas si simple que ça, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mastodontes comme la SNCF ou Alstom qui sont bien présents en France. Et quand on a un projet de navette et de construction de navette, peut-être c'est vu d'une manière un peu concurrentielle à ces grosses boîtes, mais on est vraiment même dans le hors-sujet là, parce que moi je suis une petite entreprise, j'ai démarré seul. Ce que je demande, c'est des collaborations. Ce que je demande, c'est le soutien de mon pays. Est-ce qu'il m'aide à mettre en place ce projet et que ce projet il existe à travers le monde. Voilà ce que je trouve qu'il faudrait qu'on soit un peu plus dynamique, quoi, au niveau de petits entrepreneurs comme moi qui dans des projets, c'est vrai, ambitieux, mais c'est vraiment tout à notre honneur de pouvoir le faire et je crois que ça mérite un soutien un peu plus dynamique de la France, enfin de l'État par rapport à ça, qui n'a pas aujourd'hui. Vous nous tiendrez au courant ? Évidemment. Merci beaucoup Aymeric Glaise. Je rappelle que vous êtes le président de Space Train.
Et je suis maintenant avec Adrien Fernandez-Baca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Cubine. C'est donc de la logistique à la demande. Vous venez de lever 35 millions d'euros pour votre nouvel entrepôt en région parisienne et votre expansion européenne. Mais d'abord, c'est quoi le principe de la logistique à la demande? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Alors déjà, on est sur le secteur donc, du e-commerce. Ouais. Derrière le e-commerce, une fois que les biens sont vendus, on a toute la brique logistique pour livrer donc les commandes aux clients finaux. Et donc nous, on va stocker les produits pour les marchands, emballer les commandes et ensuite s'assurer de la livraison jusqu'au destinataire final. Et donc le vendeur ne fait plus que vendre? Tout à fait, il se concentre sur ses produits, son marketing et ses canaux de vente. Mais c'est assez nouveau ça, non? Moi je pensais que les e-commerçants, bêtement, je ne m'étais pas posé la question, ils avaient tout en interne quoi. Alors il y a plusieurs types de solutions, donc c'est ce que vous décrivez, c'est l'anomalie de marché, c'est-à-dire que la e-logistique c'est 15% du marché du e-commerce, et donc aujourd'hui on a deux types de solutions pour couvrir ce besoin. D'un côté on a les solutions logistiques des marketplaces qui vont avoir des niveaux de qualité, donc vitesse de livraison et niveau de compétitivité en termes de prix qui vont être excellents, et de l'autre côté on va retrouver des logisticiens plus traditionnels qui sont très peu consommateurs de technologie, qui standardisent très peu leurs opérations. Et le résultat, c'est des coûts qui sont élevés et des délais de livraison qui sont hauts. Donc avant Cubine, il n'y avait pas de solution neutre pour pouvoir avoir des tarifs compétitifs et une vitesse de livraison qui soit sur les standards du marché. Mais alors, comment vous fonctionnez concrètement? Avec quel type de e-commerçant? C'est quoi? C'est le petit commerce du coin qui fait son site internet ou c'est des plus gros acteurs de marché? Alors, on a tout type de clients. Donc, on va avoir comme clients donc, les e-marchands, mais aussi les marketplaces. D'accord. Donc ça va commencer sur le type de marchand que vous venez de décrire, donc des marchands qui se lancent en e-commerce, soit parce qu'ils ont déjà une activité physique, soit ils se lancent en tant que pure player. Et de l'autre côté, on va avoir des grosses marketplaces comme Rakuten, comme Miracle, comme Back Market, qui sont aussi clients. D'accord. Et donc vous faites à la fois le stockage, l'emballage, la livraison? Tout. Alors, on va travailler avec des solutions de transport plus traditionnelles comme Colissimo, colis privé, qu'on utilise pour effectuer la livraison. Mais derrière, on va se charger de monitorer toute la qualité sur toute la chaîne et d'allouer les commandes dans les bons réseaux de transport pour respecter des niveaux de qualité en termes de vitesse de livraison. Et c'est là où vous faites intervenir une technologie, j'imagine. Sur toute la chaîne. Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? Alors, donc, la technologie, elle est sur toute la chaîne. Elle commence tout en amont, donc à la réception des produits. Donc, on va identifier les produits de manière unique. Ensuite, on a de la technologie pour pouvoir les stocker au bon endroit dans l'entrepôt, pour réduire les délais, pour aller récupérer les produits quand les préparateurs préparent les commandes. Et ensuite, pareil, des technologies pour faciliter l'emballage. Et ensuite, sur l'aspect transport, donc là, c'est ce qu'on appelle carrière prédict, qui sont nos algorithmes en fait, d'allocation de transport en fonction des besoins des marchands, en fonction des niveaux de qualité qui sont mesurés chez les transporteurs, pour pouvoir offrir la meilleure solution du marché. Bon, vous m'avez parlé de préparateur, ça veut dire que c'est pas tout robotisé, tout informatisé? Alors tout n'est pas encore automatisé. Aujourd'hui, au sein de nos entrepôts, donc on est à 25% d'automatisation. Donc on a. Je me rends pas compte, c'est beaucoup pour un entrepôt, 25% d'automatisation. C'est le début. Ça me paraît très peu. Après, c'est déjà beaucoup plus que ce qui se fait chez les logisticiens plus traditionnels. Mais donc du coup, c'est vraiment la première brique d'automatisation. Et derrière, donc on a des plans d'automatisation de nos entrepôts pour monter progressivement de 25 à 85% en automatisant du coup le stockage des produits, le picking des produits, et il y a une partie qui va mettre un peu plus de temps à être automatisée, c'est celle de l'emballage. Alors, moi je voyais que vous promettez 30% de coûts logistiques, enfin une baisse de 30% des coûts logistiques. Comment vous faites pour avoir une telle différence de baisse? Enfin, ça me paraît 30%, ça me paraît énorme. Alors c'est l'utilisation de la technologie et de la standardisation au sein de toutes nos opérations. C'est juste ça qui permet de rationaliser les coûts à un moment ? Tout à fait, de rationaliser les coûts, d'atteindre des niveaux d'échelle aussi, qui nous permettent derrière d'avoir des tarifs qui sont très compétitifs, que ce soit au niveau de notre performance opérationnelle dans les entrepôts, mais aussi au niveau transport. On a l'impression que les logistiques de marketplace et les logisticiens traditionnels font des métiers qui sont très proches, mais il y a des modes opératoires qui sont très différents. Et juste à titre d'exemple, si on prend le coût moyen par commande payé par une grosse marketplace comme un Amazon ou un Cdiscount, comparé au coût d'un logisticien plus traditionnel, on a des écarts d'à peu près 40 à 45%. Si on prend toute la chaîne. Exactement. C'est dingue. Mais alors là, on parle des coûts, mais après, il y a aussi toute la question des délais. Comment est-ce que là, vous assurez des performances qui sont les mêmes que celles de vos gros concurrents ?
On va se rapprocher des performances d'Amazon en termes. En fait, on mesure ça sur un niveau de respect de promesse de livraison. Ouais. Donc nous, ce qu'on vend, c'est du 2 jours, de la livraison en 2 jours, de la livraison en 1 jour. Et donc on est très proche d'une promesse de bout en bout à 95%, là où le marché est aux alentours de 86 à 87%. Et en temps de confinement et de Covid, on peut descendre facilement en dessous des 70%. Quand les réseaux sont très saturés et que le marché souffre pendant le confinement. Mais justement, j'imagine que vous, l'impact de la crise, vous le voyez direct. Comment vous regardez ça ? Vous mesurez ces effets-là ? C'est assez immédiat. On a des équipes data qui constamment font ce qu'on appelle des forecasts de volume. Et donc, évidemment, on voit empiriquement qu'à chaque confinement, il y a une accélération qui est très forte, qui n'est pas immédiate. Elle prend quelques jours avant qu'on prenne conscience un peu de ce qui se passe et que les attitudes et les comportements de consommation évoluent très fortement. Mais ce qu'on a vu, nous, depuis le début, donc c'était déjà il y a 1 an, depuis mars 2020, on voit vraiment un changement structurel des habitudes de consommation et une ruée vers le e-commerce. C'est ce qui explique, je pense, la croissance de 37% du marché du e-commerce sur l'année 2020. Là où on était plutôt à 10-11% les années précédentes. Et du coup, toute cette data que vous accumulez depuis 1 an vous permet de prévoir à chaque nouveau confinement votre activité et les répercussions que ça va avoir ? Tout à fait, on est capable d'anticiper. C'est ce qui nous permet d'avoir le bon nombre de personnes dans les entrepôts. Et donc ça, c'est des composantes de la qualité qui sont très importantes parce que si vous avez 20 ou 30 personnes en moins, derrière, ça va influer directement sur vos niveaux de qualité et votre capacité à expédier toutes vos commandes le jour même. Votre potentiel de marché, il est énorme, j'imagine, parce que si là, on est sur une croissance du e-commerce de 37% et qu'on se dit que la tendance va quand même continuer à croître. Tout à fait. Donc déjà, juste si on se calait sur la croissance du e-commerce, ce serait bien. ce serait pas mal, mais c'est pas suffisant pour nous. 37%, nous on a fait x8 l'an dernier en termes de croissance. Ah ouais. Donc c'est un marché. Vous existez depuis quand, pardon ? On existe depuis 5 ans, mais notre offre de fulfillment existe depuis 1 an et demi. D'accord. Le fulfillment, c'est toute la chaîne, c'est ça ? Toute la chaîne, tout à fait. Et donc on est passé donc de 30 millions de gross merchandise value, donc valeur de marchandises transportées, qui était à peu près de 30 millions en 2019 à 250 millions en 2020. Donc croissance très forte. Et donc en termes de potentiel de marché, pour nous, la e-logistique en Europe, c'est 45 milliards. Donc c'est un marché qui est gigantesque, qui est en très forte croissance. Comme je disais tout à l'heure, 15% du e-commerce va directement dans la e-logistique. Donc quand le e-commerce prend 37% en France, la e-logistique, naturellement et mécaniquement, prend aussi 37%, si ce n'est plus. Et donc c'est pour ça que vous avez levé 35 millions d'euros là, cette semaine et que vous avez l'intention de vous déployer à l'international. Vous n'y étiez pas du tout, vous aviez quand même attaqué quelques pays ? Alors on opérait depuis un centre logistique qui est situé donc en Île-de-France. Ouais. On a déjà 60% de nos marchands qui sont des marchands internationaux. On a beaucoup de marchands qui veulent adresser le marché européen, des marchands américains, des marchands asiatiques, qui veulent du coup adresser ce marché européen. Et aujourd'hui, en termes d'expédition, on fait 85% de nos envois directement vers la France, mais déjà 15% à l'international. Et notamment sur les pays limitrophes, dont l'Espagne, qui est notre prochain pays qu'on va ouvrir d'ici quelques semaines. On a aussi de très gros volumes sur l'Italie, sur la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont des pays qu'on va ouvrir très prochainement, en tout cas dans les 18 prochains mois. Et vous allez avoir un nouvel entrepôt aussi qui là sera plus automatisé, c'est ça ? Tout à fait. Donc on déménagera notre entrepôt d'ici la fin de l'année pour basculer sur un entrepôt de 25 000 m² qui progressivement du coup sera automatisé à hauteur de 85% du flux. Et on ouvre aussi un entrepôt de 10 000 m² en Espagne là d'ici quelques semaines pour pouvoir lancer le marché espagnol et accompagner nos marchands donc déjà français qui veulent ouvrir de nouveaux marchés à l'international. Et il va y avoir un effet sur le marché des entrepôts aussi, non ? Parce qu'à un moment, ça va devenir une denrée rare. Alors, c'est déjà une denrée rare à l'achat. Ouais. Il y a une très grosse saturation du marché sur l'achat. Aujourd'hui, à la location, on a pas mal d'entrepôts qui sont disponibles. Mais c'est vrai que si on regarde le marché américain, il n'y a plus aucun entrepôt, ni à la location, ni à l'achat. Donc il y a une énorme tension sur ce marché. C'est aussi ce qui explique que Amazon transforme des anciens magasins en entrepôts pour pouvoir suivre cette croissance très forte du e-commerce. Et donc je pense que ce qu'on voit aux États-Unis est le présage de ce qu'on devrait voir d'ici quelques années en Europe. Merci beaucoup Adrien Fernandez-Baca. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Qubin. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On
va maintenant parler de financement des études avec Walid Behar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'EdBridge, une start-up qui est incubée à Station F, et vous voulez disrupter le financement des études supérieures. Comment est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique ? Alors cette problématique a été inspirée de nos propres problèmes qu'on a vécu à l'époque, mon associé Amine et moi, quand nous étions étudiants étrangers. Donc Amine, il a postulé aux écoles américaines et a dû être sauvé au dernier moment par une bourse de l'État américain, la Fulbright, qui prend quelques éléments dans chaque pays. Et moi, j'ai eu un souci de flexibilité de remboursement de la dette, puisque mon rêve était de faire de la banque d'affaires et il fallait attendre plusieurs mois après le diplôme. Or, les crédits actuels ne vous donnent pas cette période gracieuse et ne s'adaptent pas à la flexibilité dont vous avez besoin à la sortie du diplôme. D'accord. Donc du coup, vous vous êtes dit, je vais trouver une solution. Et alors, quelle est-elle, cette solution ? Alors, la solution est simple, c'était de dire, si on veut donner un accès au financement tout en donnant une flexibilité de remboursement qui s'adapte au projet professionnel des étudiants, on va non plus du tout donner des prêts, mais indexer le remboursement de l'investissement dans les frais de scolarité sur les salaires. Ça veut dire qu'un étudiant aujourd'hui ne va plus payer un montant fixe, mais va payer un pourcentage de son revenu futur sur une période limitée. C'est-à-dire que je comprenne bien, vous avez votre étudiant qui part faire des études dans une grande école, parce que c'est de ça dont on parle, Ouais. et qui en fait ne va rien rembourser pendant la durée de ses études, mais remboursera effectivement après ses études grâce à une partie du salaire qu'il va percevoir. Exactement. C'est un investissement dans son talent qui va suivre du coup la performance de l'étudiant. Si l'étudiant prospère, l'investissement prospère. Si l'étudiant est confronté à des difficultés volontaires ou involontaires, par exemple la perte de l'emploi, on back l'étudiant contre le risque de la volatilité de l'employabilité. C'est-à-dire que si l'étudiant ne travaille pas, il ne paye pas. S'il gagne moins, il paye moins. S'il gagne plus, mais avec un cap, bien sûr. Alors ça veut dire qu'il rembourse un pourcentage qui est évolutif ? Le pourcentage est fixe, c'est le même. Prenons un exemple. Disons que si par exemple vous allez gagner 50 000 euros l'année et que vous avez signé un contrat de 10%, vous allez payer 5 000 euros. D'accord. Si vous gagnez ensuite 100 000 euros, vous allez payer 10 000 euros. La seule différence, vous n'allez jamais vous retrouver dans une situation de surendettement, puisque ce pourcentage-là sera toujours en proportionnel de votre capacité de gain et du coup à générer un salaire. Alors, je n'ai pas vraiment d'idée des taux des emprunts étudiants, mais quand vous me parlez de 10%, ça me paraît quand même beaucoup, non ? Alors, il faut distinguer entre le taux d'intérêt et le pourcentage de prélèvement sur un salaire. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'ai pris un crédit de 21 000 euros sur 7 ans, je devais payer dans les 700 euros par mois. À la sortie du diplôme, vous allez faire quelque chose autour de 2 200 à 3 500 euros net quand vous sortez d'une grande école. Si on prend une moyenne, vous allez vous retrouver facilement en train de payer entre 10 et 30% du salaire que vous générez mensuellement. D'accord, Donc, mais en termes de somme versée au final, ce sera plus important avec votre solution. Alors, tout à fait. Nous, on ne veut pas être une solution moins chère, on veut être une solution 10 fois moins risquée. C'est-à-dire que le pari qu'on fait, c'est de dire aux étudiants, vous ne savez pas à quoi va ressembler votre carrière future. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez arrêter l'emploi pour aller étudier et acquérir des compétences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les instruments traditionnels ? Vous continuez à payer. D'ailleurs, l'idée est venue d'un constat. Et quand on est parti à Berlin, il y a un ami qui m'avait dit, moi j'aimerais changer d'emploi, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que mon remboursement de dette étudiante ne s'arrête pas du moment que je décide de changer de carrière. L'idée aussi, c'est évidemment d'amener peut-être plus de mixité sociale dans ces grandes écoles-là, parce que parfois on a des étudiants qui juste n'ont pas accès à ces outils traditionnels dont vous parlez. Absolument. Pour faire tout simple, si vous n'avez pas de garant français, vos chances d'obtenir un prêt dans les banques françaises et même dans les banques internationales sont égales à 0. Du coup, nous, on veut d'abord donner accès à l'éducation aux top talents qui arrivent à être admis dans les écoles et qui voient leurs rêves s'évanouir par faute de moyens financiers. Mais on veut aussi, à la sortie du diplôme, leur permettre d'enlever cette épée de Damoclès que représente la dette et qui vous force à prendre le premier emploi venu parce que la banque vous attend au retour pour rembourser votre dette étudiante. Donc là, l'idée, c'est de donner du temps finalement pour choisir le bon emploi.
Alors, donner de la confiance au talent d'abord, puisque on investit dans le talent et c'est purement un investissement, puisqu'en réalité, on va financer des personnes sans collatéral et sans garant, et ensuite donner du temps à la sortie du diplôme, mais tout au long de l'évolution de la carrière, puisqu'encore une fois, une dette classique ne s'arrête pas, alors que nos accords de partage de revenus vont suivre cette évolution-là. À quel type de profil est-ce que vous vous adressez aujourd'hui ? Alors, on commence par financer les hauts potentiels admis dans les grandes écoles mondiales, donc de HEC à Harvard en passant par Oxford et d'autres écoles. L'idée, c'est de tout simplement effacer l'idée de se dire je suis admis dans cette école-là et je ne peux pas y rentrer faute de moyens financiers. Et on espère, et c'est notre ambition future, d'évangéliser autour de ce produit-là pour qu'il devienne un produit mainstream, parce qu'aujourd'hui, le risque de financement éducatif est complètement assumé par l'étudiant, alors qu'il y a tout un écosystème d'intérêts autour, les employeurs avec les entreprises, les écoles qui veulent monter dans les classements. Et donc nous, on est là pour un peu associer ces contreparties autour d'un contrat plus inclusif. Vous touchez quand même à quelque chose de compliqué qui doit s'apparenter quasiment à de la réglementation, pas bancaire, mais on ne doit pas être loin. Est-ce qu'en France, vous avez toutes les autorisations pour faire ça ? Comment est-ce que vous travaillez ? Alors vous faites bien de le souligner. On a commencé par trouver le salut réglementaire en Angleterre. Ah, c'est ironique quand même. Tout à fait. Bon, quelque part, c'est vrai que le monopole bancaire en France empêche une innovation, empêche la plupart des innovations financières faites par des startups, parce qu'on est jeune et on doit quelque part apprendre de nos erreurs. Donc nous, on a appris en Angleterre et on a réussi à obtenir un passeport, l'autorisation, la possibilité d'avoir une autorisation pour un passeport européen et pouvoir faire des prêts aux étrangers en France. On espère collaborer avec les autorités de régulation plus tard pour un peu donner un second souffle à cette innovation qui a pour un premier but social avant d'avoir un but de retour financier. Vous avez déjà signé avec des étudiants dans certaines écoles aujourd'hui ou c'est encore un peu tôt ? Alors, nous, notre priorité, ça a été de d'abord garantir le fonctionnement de la machine. Donc, on a d'abord signé les partenariats avec quelques grandes écoles en France, en Angleterre et aux États-Unis. On a effectué une levée de fonds d'1,5 million de dollars pour pouvoir mettre en place toutes ces opérations et travailler sur l'aspect technologique, puisque notre solution va gérer le dossier du dossier de candidature jusqu'à le déploiement des fonds et ensuite la collection de ces fonds-là, du retour sur investissement pour les investisseurs entièrement de manière digitale. Et on compte financer en septembre 2020 un batch d'étudiants allant de 50 à 100 étudiants. On vient d'annoncer récemment notre levée de fonds en dette, dans laquelle on compte faire contribuer les individus qui souhaitent investir des petits tickets, mais aussi les fonds d'impact, les fonds d'investissement socialement responsable, les family office et même les fondations. Vous vous considérez comme un entrepreneur social aujourd'hui ? Je pense, oui, parce que pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est une manière sustainable, donc durable, de résoudre un problème du quotidien. Et le problème du financement de l'éducation est un problème assez majeur. EdBridge, dans 5 ans, ce sera quoi ? EdBridge, dans 5 ans, on l'espère, une fintech qui financera des centaines de milliers d'étudiants de partout dans le monde et qui va du coup petit à petit se développer dans le monde de l'éducation et commencer à financer d'autres parcours diplômants. Comme notre instrument est intimement lié à la performance du diplôme qu'on choisit, on espère demain peut-être financer les écoles de code informatique et des écoles, on va dire, moins sélectives pour donner de la chance pour tous un peu partout. Merci beaucoup Walid Béat. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'EdBridge. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.